Ah bah là, c'était le coup de foudre total. On s'est regardé, on n'a même pas eu besoin de parler. On s'est dit, c'est bon, on a trouvé, on veut venir vivre ici. On est revenu plusieurs fois en Norvège. Et en fait, on a préparé le projet entre la prise de décision et le déménagement. On a pris 4 ans. Mais parce qu'on savait qu'on serait bloqué par rapport à la langue, évidemment, parce que ça, c'est le gros problème de toute façon quand on arrive en Norvège. Bienvenue sur French Expat, le podcast. Le podcast des voyageurs expatriés francophones du bout du monde. Bonjour à toutes et à tous, je suis Charlotte, une des membres de la team French Expat, le podcast, et je vous parle depuis Brooklyn, New York. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode de French Expat, le podcast, saison 2. J'ai hâte de vous dévoiler notre nouvelle invitée et son histoire étonnante et fascinante. Vous êtes prêts ? C'est parti. Bonne écoute. Mon invitée du jour vit depuis plus de 5 ans en Norvège. Anne-Sophie est originaire des Ardennes, dans le nord-est de la France. Avec son conjoint, ils décident de partir en vacances dans un pays nordique, et c'est en Norvège qu'ils atterrissent. Et là, ce n'est pas un coup de cœur, c'est un coup de foudre. Ce premier voyage leur donne envie de tester l'aventure de l'expatriation. Ils vont préparer pendant 4 ans leur départ et se rendront encore 6 fois dans ce laps de temps pour être certains de leur choix. Anne-Sophie revient dans cet épisode sur leur arrivée en Norvège, sur les difficultés d'intégration liées à la langue et à l'accès à un emploi, mais surtout sur la gentillesse des Norvégiens et sur les beautés de ce pays. J'espère que cet épisode vous donnera, tout autant qu'à moi, envie de découvrir ce beau pays. Je vous laisse maintenant avec l'histoire d'Anne-Sophie et je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Anne-Sophie, merci d'être avec nous pour ce nouvel épisode de French Expat, le podcast. Bonjour. Est-ce que tu vas bien aujourd'hui ? Tout va bien. Super. Alors Anne-Sophie, est-ce que tu peux nous dire d'où tu nous parles, qui tu es et qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Alors, je vous parle depuis Tønsberg, qui est la plus vieille ville de Norvège, à 1h15 au sud d'Oslo. D'accord. Et j'habite à Tønsberg depuis un petit peu plus de 5 ans. Et je suis journaliste vidéo-reporter pour la télévision en Norvège. Waouh! Et tu es arrivée en Norvège il y a 5 ans ou dans cette ville-là il y a 5 ans? Les deux. Les deux, d'accord. J'ai pas bougé depuis 5 ans. Ok. Et qu'est-ce qui t'a amenée en Norvège? Alors, je suis venue en Norvège la toute première fois en voyage avec mon copain. C'était en 2011, je crois. D'accord. Et on a fait c'était un voyage touristique au hasard. On avait envie de découvrir un pays nordique et on s'est fait un trip entre Oslo et Bergen en passant par les fjords. Wow. Et puis on est tombé amoureux du pays. Donc, comme on était à Paris et qu'on en avait un petit peu marre et qu'on voulait partir, eh bien, on a décidé de tenter l'aventure en Norvège. Parce que ton copain n'est pas norvégien, il est français. Non, pas du tout. Voilà, on est français tous les deux. On est venus s'installer tous les deux ensemble en Norvège il y a 5 ans. Wow, sacré challenge. Un peu. Maintenant, avec le recul, effectivement, quand je repense à la préparation, au déménagement, à l'aventure et tout, je me dis ouais, en fait, c'était une sacrée aventure. Eh ben, tu vas nous raconter tout ça justement, si tu le veux bien. Quand vous êtes revenu de votre premier voyage en Norvège, vous êtes dit déjà, on veut repartir pour y vivre, ou cette idée a pris le temps de mûrir? Alors les deux, en fait, on était à Paris depuis 10 ans à peu près tous les deux, mais on n'est pas parisiens ni l'un ni l'autre. Moi, je suis originaire des Ardennes. D'accord. Et mon copain est originaire de la Baule, donc du coup, après 10 ans à Paris, on en avait un petit peu marre, on voulait changer de vie. Pour retrouver un peu de nature? Exactement, c'était pas pour nos boulots nous plaisaient et ce qu'on faisait dans la vie nous plaisait, mais on en avait marre de notre vie au quotidien, de notre qualité de vie, en fait, qui ne nous correspondait plus. D'accord. Ne nous suffisait plus. Et en fait, on voyageait pas mal, on se faisait 1 ou 2 voyages par an à peu près. Et puis à chaque fois qu'on allait quelque part, on s'interrogeait. Donc on se disait tiens, tu te verrais bien vivre ici, toi ? Ouais, bon, pourquoi pas. Enfin voilà, on s'est interrogé comme ça. On a fait plusieurs voyages sur 2-3 ans. Et puis quand on a fait notre premier voyage en Norvège,
Ah bah là, c'était le coup de foudre total. On s'est regardé, on n'a même pas eu besoin de parler. On s'est dit, c'est bon, on a trouvé, on veut venir vivre ici. Ah oui, ça a été radical tout de suite. Donc ça a été vraiment radical. Et puis quand on est rentré à Paris, ça nous manquait. La Norvège, on avait déjà envie d'y retourner, alors que les autres pays, quand on y allait, on se disait bon ben voilà, la prochaine fois on découvrira autre chose. Donc pour la Norvège, on avait tout de suite envie de revenir. Donc on a commencé à réfléchir à un projet. On s'est dit bon, si on part à l'étranger, qu'est-ce qu'on va y faire, pourquoi, comment, où, avec qui, etc. Donc on n'est pas du tout parti sur un coup de tête en fait. On est revenu plusieurs fois en Norvège et en fait on a préparé le projet entre la prise de décision et le déménagement. On a pris 4 ans. Ah oui, d'accord. Ouais, on a préparé le projet. Du coup, on a fait une étude de marché, un business plan, et entre notre premier voyage en Norvège et le déménagement, on est revenu 6 ou 7 fois. D'accord. Pour préparer, déjà trouver où est-ce qu'on allait vivre, parce qu'on voulait pas aller à Oslo. Pourquoi ? Eh ben parce qu'on quittait Paris pour ne plus vivre en ville, en fait. Donc même si Oslo c'est une capitale très calme, très verte, très paisible, ça a rien à voir avec Paris. Hein. C'est vraiment c'est très très calme. Mais du coup, on voulait vraiment pas vivre en ville, on voulait pas se retrouver en appart à Oslo, on voulait se trouver une petite maison à la campagne. Sauf que de par nos métiers, donc moi je travaille en audiovisuel, j'ai travaillé 10 ans à M6 en tant que monteuse pour le JT. Et mon copain est musicien, il est batteur professionnel. Donc du coup, avec nos profils, le problème c'est que on peut pas trop aller au milieu de nulle part. Dans la grosse campagne, moi, si je veux travailler en télé et dans des productions audiovisuelles, il faut quand même que je sois pas trop loin d'une grande ville. Il faut que tu puisses y accéder rapidement. Voilà, il faut que je puisse y accéder, qu'il se passe des choses, quoi, hein, culturelles assez importantes. Donc, du coup, ça a fait partie de notre analyse, de notre business plan et tout ça. Et puis, on avait des amis, on connaissait des amis qui habitaient dans le coin, là, dans le Vestfold, du coup, c'est pas très très loin d'Oslo. On est à 1 heure d'Oslo, à peu près, que ce soit en train ou en bus ou en voiture. Donc, du coup, on s'est dit c'est un bon compromis. Et voilà, et du coup, on a choisi de vivre à Tønsberg. D'accord. Et alors, toute cette préparation, ces 4 ans de préparation, vous continuez, j'imagine, à voyager dans le monde, ou vous n'avez fait que les voyages de repérage en Norvège ? Du coup, on s'est un peu concentré que sur la Norvège parce que justement, dans le côté préparation, il y avait aussi le côté économie. Donc, du coup, là, on s'est dit, il faut qu'on commence à économiser un peu pour pouvoir financer le déplacement, le déménagement, et puis vivre un petit peu au début, avant qu'on trouve du travail et qu'on s'intègre, etc. Donc, du coup, on a fait que les voyages aller-retour de repérage, de préparation entre Paris et la Norvège. Ouais. Et le choix de la ville, vous l'avez eu très rapidement ou ça a été un long cheminement ? Non, on l'a eu assez rapidement parce que déjà au début il y avait vraiment la grosse question, par exemple, est-ce que on va autour d'Oslo ou est-ce qu'on va par exemple tout au nord, parce qu'on a fait plus tard aussi on s'est fait un gros trip tout au nord de la Norvège, un trip en Laponie, où là on a fait un chien de traîneau, motoneige, aurore boréale et tout ça. On était près de Tromsø. Et du coup là on s'est interrogé aussi, est-ce que ça serait pas mal de venir là et tout. C'était un petit peu trop, pour moi en termes audiovisuels, il y avait pas grand chose. Il se passait pas grand chose, et puis on avait un petit peu peur du changement par rapport au climat, etc. Au nord de la Norvège, c'est pas du tout la même chose qu'au sud, effectivement. Donc du coup on a fait par coin comme ça, puis après quand on a ciblé le sud, on s'est dit autour d'Oslo, je pense qu'au début ce sera pas mal. Et puis quand on est venu en repérage par rapport aux amis qu'on connaissait qui habitaient dans le coin, on est vraiment tombé amoureux de cette région du Vestfold qui est vraiment magnifique. Il y a vraiment beaucoup de choses. En fait, ce qui est top, c'est qu'on a tout. On a la campagne, la montagne, la mer, tout autour, en fait. Ah oui, c'est central. Nous, on habite au bord du fjord. Donc, on est à 5 minutes d'une des plus belles plages de Norvège. Donc, ça, c'est top.
On est à 1 heure d'Oslo, on est à 2 heures des montagnes du Telemark, on est à la campagne, donc on a vraiment tout autour en fait. Donc c'est aussi ce qui nous a aidé à prendre la décision de venir vivre ici. D'accord. Et alors donc, on va pouvoir revenir sur tout votre cheminement, votre parcours. Tu nous as dit que vous aviez fait des business plans, vérifié que tout est faisable, trouver l'endroit où vous vouliez vivre. Est-ce qu'il y a des démarches administratives autres à faire? Non, alors en fait, pour venir vivre en Norvège, c'est pas très compliqué administrativement parce qu'en fait, donc ça fait pas partie de la zone de l'Europe. Ça fait pas partie de l'Union européenne, ça fait pas partie de la zone euro, mais ça fait partie de l'espace Schengen. D'accord. Donc du coup, il n'y a pas besoin de visa pour venir s'installer et travailler en Norvège. Ah oui. Simplement, quand on veut venir s'installer en Norvège, en fait, le délai maximum touristique, c'est 3 mois. D'accord. Et au-delà de ces 3 mois, si on n'a pas trouvé de travail, on est expulsé. Ah d'accord. Donc en fait, l'échéance, c'est ça. C'est à la fin des 3 mois d'avoir un boulot. C'est Mais ça. n'importe quel travail. N'importe quel Il travail. faut être dans sa branche. Ah non, n'importe quel travail. On peut faire des ménages, être serveur, enfin D'accord. n'importe quoi. Faut travailler en fait. Ok. Donc après il y a plein de possibilités quand on arrive en Norvège pour. En fait, la clé de l'installation en Norvège, c'est qu'il faut obtenir son numéro d'identité norvégien. Ça s'appelle un ID. Et en fait, pour obtenir cet ID, il y a plusieurs solutions. Et puis ça dépend vraiment des profils. En fait, ça dépend de plein de facteurs différents, c'est assez propre à chacun. En fait, il faut aller au service d'immigration et puis là, ils nous demandent ce qu'on va faire en Norvège. Où est-ce qu'on va habiter déjà? Donc, c'est un peu un cercle vicieux en fait tout ça parce que quand on arrive en Norvège, en général, on n'a pas de logement. Ouais. Sauf que pour faire la demande de ce numéro d'identité, faut un travail et faut un logement, mais pour avoir un travail et un logement, il faut ce numéro d'identité. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc c'est un petit peu. Et c'est-à-dire que aucune boîte ne peut t'embaucher sans ce numéro-là, ou ils peuvent t'embaucher avec la promesse que ce numéro va arriver une fois que t'es embauché. Si on arrive à trouver un travail, mais qu'on dit à notre employeur qu'on est nouveau et qu'on n'a pas ce numéro, l'employeur peut en faire la demande. Donc ça bloque pas, mais par contre on ne trouvera jamais de travail si on n'a pas ce numéro-là, si l'employeur veut pas faire la démarche en fait. Si lui ne veut pas s'engager à faire les démarches. Donc du coup nous ce qu'on a fait c'est que en fait notre projet quand on était à Paris justement et qu'on a pris ces 4 ans et qu'on a préparé un projet, parce que moi je fais de la musique aussi à côté. Et en fait, le projet qu'on avait avec mon copain, c'était d'ouvrir une école de musique. D'accord. Donc en fait, on s'est mis à notre compte. On est indépendant, on est freelance ici en Norvège. Donc c'est un petit peu l'équivalent du statut d'auto-entrepreneur en France. Et du coup, tout ça, on l'a justifié justement au moment des papiers d'intégration. Quand on est arrivé, on a expliqué qu'on avait ce projet-là. Donc on était passé par un cabinet de comptable pour remplir les papiers pour faire la demande de ce statut de freelance et puis pour avoir le numéro d'identité. Et puis ce qui fait que vous l'avez eu très rapidement au final en arrivant. Assez vite parce que du coup on avait des économies et puis on avait fait un prêt en France avant de partir. Et en fait quand on arrive justement au bureau d'expat là, au centre d'immigration, ils nous demandent ce qu'on va faire en Norvège, où est-ce qu'on habite, et ils nous demandent notre relevé de compte. Parce que il faut avoir un petit peu d'économie pour pouvoir vivre au début sans le temps de s'intégrer et de trouver du travail, quoi. C'est obligatoire? Ils vous demandent d'avoir une certaine somme sur le compte, ou c'est juste pour être sûr que vous allez pouvoir vivre convenablement? Ouais, voilà, c'est ça. Il n'y a pas de somme minimum. Ils demandent juste qu'il y ait un petit peu d'économie pour pouvoir vivre au début. Ça dépend vraiment du profil de chacun, quoi.
D'accord. Donc nous du coup ça a marché, on a eu les papiers, enfin c'était assez simple en fait, c'est allé assez vite. Je crois que 10 jours après, peut-être 2 semaines après, on a reçu notre numéro d'identité norvégien et puis après avec ça on peut tout faire. On a ouvert un compte en banque, on a pris un téléphone, on a trouvé un logement, enfin tout s'est fait assez vite quoi. Tout s'est fait dans la foulée en fait. Ouais. Alors du coup, une fois tous ces papiers faits, ces démarches, vous vous êtes installés et vous avez pu monter votre école de musique, ou c'était juste au début pour arriver en Norvège? Non, on a fait donc on a loué un local, on a lancé cette école de musique, donc mon copain qui donnait des cours de batterie. Et puis moi, du coup, mon but, c'était de travailler en photo et en vidéo, mais en freelance, donc pour des particuliers, D'accord. en attendant de pouvoir travailler en télé après pour des prods, etc., comme je le faisais à Paris. Mais je savais que ça se ferait pas tout de suite, en fait, donc il me fallait un plan de travail qui tombe un petit peu plus vite, quoi. Mais parce qu'on savait qu'on serait bloqué par rapport à la langue, évidemment, parce que ça c'est le gros problème de toute façon quand on arrive en Norvège, parce que du coup tout le monde parle anglais, tout le monde parle très très bien anglais, donc au début nous pour les démarches administratives et tout, on a tout fait en anglais, donc ça il y a eu aucun problème là-dessus. Et par contre, quand on veut trouver du travail et puis vraiment s'intégrer plus précisément, là, faut parler norvégien. Voilà. Ah oui, donc, dans le cercle intime ou le cercle professionnel, ça parle en norvégien? Tout ce qui est démarche, c'est en anglais? Nous, au début, on a tout fait en anglais quand on est arrivé, par exemple. Et puis, après, moi, je me suis dit, je vais essayer de trouver un petit boulot, quoi, le temps de pouvoir travailler en télé. Ça va peut-être pas être tout de suite. Et en fait, j'ai jamais réussi. J'ai jamais. Alors, je sais qu'à Oslo, c'est différent parce que à Oslo, il y a aussi beaucoup de boîtes internationales. Donc là où c'est plus facile, enfin là tout le monde parle anglais, donc le norvégien, la langue norvégienne n'est pas un problème. Et puis il y a les bars, les restaurants, etc. dans tous les quartiers touristiques où il y a beaucoup de serveurs, de cuisiniers, de gens qui sont là saisonniers ou à l'année sur des petits contrats courts, etc. Donc là c'est possible. Par contre, moi, à Tønsberg, je n'ai jamais réussi à trouver de travail sans parler norvégien. J'ai tout essayé, j'ai fait tous les restaurants, tous les bars, j'ai essayé de faire la plonge, j'ai même essayé de faire des ménages. Ça ne marche pas. Ils te prennent pas si tu parles pas norvégien. D'accord. Et est-ce qu'ils expliquent pourquoi? Est-ce que c'est pour privilégier les Norvégiens, ou c'est qu'ils ont peur de pas se faire comprendre, ou qu'il y a un écart entre les salariés? Il y a pas vraiment d'explication. C'est plutôt comment dire, c'est plutôt culturel, je dirais. Ils estiment que si t'es là et que tu veux t'intégrer, que tu veux travailler, faut parler. Il y a pas de. D'accord. C'est pas une. Tu vois, c'est pas une. Ils dénigrent pas les étrangers ou quoi que ce soit. Mais alors après, ils demandent pas forcément, tu vois, un niveau. T'es pas obligé d'avoir un niveau littéraire exceptionnel, hein, mais juste un petit niveau, parler un petit peu. Et puis faire quelques petites phrases et tout, ça suffit. Mais effectivement, au début, si tu l'as pas ce niveau-là, D'accord. Et alors, comment vous avez fait vous avez pris des cours? Vous l'avez fait tout seul? Vous avez rencontré des personnes, des Norvégiens, et vous avez pu parler avec eux régulièrement? Comment vous avez fait pour acquérir la langue? Justement, donc là, tu vois, ça fait 5 ans qu'on est là et ça fait, en gros, moi, j'estime que j'ai mis 4 ans, quoi. J'ai mis 4 ans à apprendre le norvégien, sans prendre de cours. Donc, on n'a jamais pris de cours. Tout seul. Ouais, on a appris tout seul parce qu'en fait, la Norvège, une des difficultés aussi, c'est qu'ils coupent quand même un petit peu par rapport aux Européens. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune aide. Il n'y a rien du tout. Il n'y a même pas d'aide pour, par exemple, quel papier faut faire, quelle démarche faut faire. Maintenant, il y a des sites internet. Moi, j'ai un blog où je donne des conseils aussi aux gens, etc. Mais à l'époque où nous, on faisait des recherches pour venir s'installer en Norvège, il y a rien.
Donc il y a pas d'aide. Tout faire tout seul. Tu dois tout faire tout seul, tu dois demander aux gens, il y a pas, je sais que j'avais même appelé l'ambassade de Norvège en France et l'inverse, et pour poser des questions, il me dit c'est pas de notre ressort, on sait pas, enfin, Pas vous aider. Ils aident pas quoi, ils disent pas alors voilà, il faudrait que tu fasses ça, que tu contactes machin, non, il faut se démerder quoi. Et comment ça se fait? Est-ce que c'est par souci de si tu veux venir, il faut que tu le fasses, faut que tu t'intègres, faut que tu le fasses par toi-même. Je pense qu'il y a un petit côté comme ça quand même. Je sais pas, il y en a qui seront certainement pas d'accord avec ça, mais j'ai l'impression que ici les gens sont très ouverts. Enfin, nous on a vraiment humainement, les gens sont très sympas. On s'est fait beaucoup d'amis, on a été aidés et tout ça. Enfin, mais il y a quand même ce côté si ça se mérite quoi. Un peu, tu vois, genre voilà, il y a pas d'aide. Alors il y a pas d'aide financière pour prendre des cours, faut tout payer. Alors que les non ressortissants de l'UE, etc., tous ceux qui sont en asile politique et tout ça, évidemment, eux, c'est gratuit. Ils ont des aides au logement, ils ont des aides sociales, ils ont les cours de langue gratuits, il y a plein d'aides, mais pas pour les Européens. Ouais, c'est fou. C'est vraiment, tu veux venir y vivre, donc tu fais tout pour. Ouais, c'est un peu, faut se débrouiller, quoi. D'accord. Donc voilà, donc du coup, c'est un budget quand même à deux quand on arrive et que la vie coûte cher et que tout coûte cher, c'est un budget de prendre des cours de norvégien. Ouais. Donc nous on l'a pas fait et puis ça a traîné, on l'a pas fait et puis on a parlé anglais en fait presque non-stop au moins les 2 premières années je pense. Et puis après quand on a voulu commencer à progresser, là c'est nos amis norvégiens parce qu'on a que des amis norvégiens qui nous ont dit voilà maintenant on va parler norvégien avec vous et puis vous allez en chier au début, mais vous allez voir, ça marche. Et puis ils avaient raison parce que ça prend du temps, mais ça marche. Donc, alors au début c'était vraiment difficile. Il y a une grande différence avec l'anglais. C'est compliqué de comprendre ce qu'on te dit. Ouais, c'est difficile parce que c'est surtout que l'anglais, même si on parle pas anglais, on en entend. Tu vois, tout le temps à la radio, on entend les chansons. À l'école, on a toujours un petit peu de base. Ouais, on a toujours un petit peu, puis c'est une langue qu'on a l'habitude d'entendre, quoi, qu'on entend. Alors avec le norvégien, ce qui est difficile, c'est que c'est une langue complètement différente, donc on n'a pas de repères, on comprend aucun mot. Ouais. Puis il y a une grande différence, comme dans tous les langages, avec ce qui est dans les livres. Au début, on avait commencé à vouloir essayer d'apprendre, tu vois, quand on était à Paris, on avait commencé à acheter des bouquins et tout ça, on connaissait 2-3 phrases, on était content. Et puis quand on est arrivé en Norvège, on a voulu essayer, puis en fait quand les gens nous ont parlé, on n'a rien compris, quoi. Parce que c'est pas du tout avec la vitesse du langage de tous les jours, parce qu'il y a des dialectes en Norvège. Ah oui, il y a en plus par région, il y a des façons différentes de parler. Pas par région, c'est presque par village, par ville. Wow. En fait. Donc, mais vraiment, c'est des dialectes, c'est-à-dire que c'est pas des accents, les mots sont pas les mêmes. Oh là là. Donc, d'un village à l'autre, pour dire la même chose, on va pas utiliser le même mot. Les mots, mais sur, je sais pas, je dirais peut-être 1/5 des mots, ils sont différents. Wow. Donc, ou alors c'est les mêmes mais avec 2-3, c'est pas du tout dit pareil. Et puis il y en a qui disent pas les lettres à la fin, les consonnes à la fin des mots. Il y en a qui le disent, il y en a qui roulent les R, pas d'autres. C'est un peu un enfer. Ouais. Waouh. Ouais, donc effectivement, ça va être compliqué de l'apprendre. Et puis d'arriver à d'oser le parler en plus par la suite. C'est surtout ça en fait. Effectivement, nous, je dirais qu'au bout de 3 ans. On comprenait vraiment bien, pas trop mal, mais alors impossible de parler quoi. Je veux commencer une phrase, je bug quoi. Je suis là, j'essaye, je dis 2 mots en 3 minutes.
Donc Moi, oui, je comprends très bien. C'est vraiment ce gros blocage-là. En fait, il y a une grosse différence. Il y a d'ailleurs beaucoup de Français à Oslo, en Norvège, etc., qui le comprennent, mais qui ne parlent pas du tout. Parce qu'ils ont jamais passé le cap d'oser et de le travailler. Donc, ils comprennent parce ils l'entendent depuis des années, mais ils parlent pas. C'est le plus dur, en fait, hein. La compréhension, je trouve qu'on l'a de plus en plus rapidement quand on est immergé dans le pays. En tout cas, moi, c'est le cas pour l'anglais. Mais par contre, de le parler, j'ai encore énormément de difficultés. J'ose pas. Et comme j'ai peu d'occasion de le parler, ça met encore plus de barrières. Donc, c'est surtout super compliqué. C'est ça, en fait, le problème, c'est que c'est pour ça que j'ai écrit un article, là, il y a pas longtemps, sur la langue. Je disais, mais osez. Parce que on sent, pour le coup, les Norvégiens, ils sont pas du tout moqueurs, ils sont pas du tout, ils sont hyper fiers qu'on essaye de parler leur langue. En plus, ils adorent les Français, ils adorent la France, et il paraît que quand on parle avec notre accent français, c'est trop classe. Donc moi, j'ai un petit peu ce côté, j'essaie de faire attention quand même à l'accent français, parce que c'est un peu too much quand on fait vraiment pas gaffe et qu'on parle avec l'accent trop Frenchy. Mais eux, ils kiffent, quoi. C'est drôle parce que c'est pareil aux États-Unis, en fait. Ils adorent quand on parle avec l'accent français. Ah ouais. Ah ouais, c'est rigolo. Et même des fois, ils me disent, dis-moi un truc en français, n'importe quoi, mais... Ouais, donc du coup, ça a été quand même une sacrée épreuve. Enfin, c'est compliqué pour ça, par rapport à la langue. C'est l'épreuve, et puis c'est surtout c'est ça qui détermine tout, en fait, parce que c'est ça qui va jouer sur ton intégration sociale, c'est ça qui va faire que tu trouves du travail, c'est ça et en fait tout est tellement lié, parce qu'après si tu trouves du travail, que financièrement t'es un petit peu plus confort, tu savoures plus ta vie, donc t'es mieux, donc t'es pas pareil avec les gens. C'est le déblocage de tout, en fait. Est-ce que ça a été votre plus grosse difficulté? Oui, clairement. Parce qu'on va pouvoir revenir à ça. Le climat, ça n'a pas été? Non, pas. Parce que c'est vrai que l'image que j'ai de la Norvège, c'est quand même un endroit, un pays où il fait froid, où l'hiver est assez long, la luminosité est pas terrible, mais peut-être que je me trompe. Tu te trompes pas pour toute la Norvège, mais c'est pas le cas partout. En fait, mais c'est pas moi-même, avant de venir en Norvège, j'avais un petit peu ces clichés-là en tête. C'est ce qui nous a plu d'ailleurs quand on est venu en Norvège, parce qu'on s'est dit mais c'est pas du tout ce qu'on pensait, en fait. Et c'est aussi pour ça que j'ai créé mon blog Une blonde en Norvège, parce que les 2 premières années où j'étais en Norvège, je rentrais régulièrement en France pour travailler un petit peu. Je continuais à travailler à M6, je faisais quelques piges. Et justement, mes collègues à M6 étaient hyper curieux, puis mes amis que je revoyais le soir et tout ça étaient hyper curieux, qui me disaient alors vas-y raconte, c'est comment et tout. Et quand je leur disais que l'été j'allais à la plage, qu'il faisait 25 degrés, que je me baignais et que il y avait le soleil de minuit, ils me disaient mais t'es sûr que tu me parles de la Norvège là? Eh oui, non, on n'arrive pas à y croire. Donc du coup, comme j'avais pris des photos et tout ça, je leur montrais. Puis c'est là que m'est venue l'idée du blog, où je me suis dit mais je vais faire un site où je vais parler de ça, en fait, parce que les gens ont en tête des clichés. Tout le monde disait mais alors il fait froid tout le temps, puis il fait nuit, et puis est-ce que tout le monde est blond? Et c'est vrai, tu manges du saumon, et c'était tous les clichés, toutes les idées reçues, pour certains sont vrais, et puis qui sont justifiés. Tu vois, moi, avant de venir ici, je pensais aussi que c'était comme ça. Mais du coup, voilà, j'ai créé ce site pour combattre un petit peu tous ces clichés. Donc, par rapport, pour revenir au climat, au sud de la Norvège, en fait, comme je te disais, moi, je viens des Ardennes, donc du nord-est. Et en fait, honnêtement, c'est à peu près le même climat. Alors l'hiver, on a plus ou moins de neige en fonction des années. L'année dernière, on a eu 6 mois de neige. Cette année, on n'en a pas eu. Donc tu vois, c'est vrai, ça varie vraiment du tout au tout. Ah oui. Mais en tout cas, on n'a pas de froid extrême là. Au sud de la Norvège, il fait 0, moins 10 max, quoi. Enfin, on n'a pas des moins 40. Alors par contre, on a des températures vraiment très différentes assez vite, puisque la Norvège est un pays
de fjords, de glaciers et de montagnes. Donc, si tu fais 2 heures de voiture à l'intérieur des terres, tu te retrouves dans des grosses montagnes et là, tu as des températures négatives, très différentes. Voilà, très, très, beaucoup plus froides, avec du vent, etc. En tout cas, en termes de luminosité, au sud de la Norvège, quand on est au minimum de l'ensoleillement, l'hiver, là, en décembre, on a 1 heure et demie de moins qu'en France, seulement. Donc, c'est pas... Oh, donc ça va encore, oui. Et tu parlais du soleil de minuit, c'est quoi exactement? Alors, le soleil de minuit, on l'a pas au sud de la Norvège, c'est que au nord de la Norvège. Donc vers la Laponie? Au-delà du cercle polaire, en fait. D'accord. Et c'est le soleil simplement qui ne descend pas sous la couche d'horizon. Ah, donc il fait jour toute la journée, en fait, enfin tout le temps. Donc il fait jour tout le temps, voilà, exactement. Alors nous, au sud, si tu veux, le soleil, il descend, il passe la couche de l'horizon, mais il descend pas beaucoup. Donc en fait, on a toujours une luminosité. L'été, il fait pas nuit. C'est comme si l'aube arrivait finalement. Exactement, ouais. C'est une lumière d'aube au moment où c'est le plus sombre, je sais pas, vers 3 heures, tu vois, 3 heures du matin. C'est comme s'il était 17-18 heures en France. Ça doit être beau à voir quand même. Et puis ça, voilà. Alors limite, ça c'est presque plus perturbant que le fait d'avoir un peu moins de luminosité l'hiver. Ah oui, parce que en pleine nuit, t'as encore du jour, ça va être très très difficile à vivre. Ben c'est pas que c'est difficile à vivre, mais tu sens qu'au niveau de ton corps, ça c'est perturbant en fait, parce que tu fais des journées vachement plus longues en fait, parce que tu dînes par exemple à 19 ou 20 heures et après tu sais que t'as encore 7 heures de jour quoi, donc tu dis merde, qu'est-ce que je vais faire, faut que je fasse des trucs, tu vois. Faut que je profite. Ouais, t'as presque des airs morts à te mettre dans ton canapé, à regarder la télé, tu te dis mais non, mais je sais pas, faut que j'aille jardiner. Une deuxième journée dans la première journée. Mais c'est ça, ouais, c'est exactement ça. D'accord. Et du coup, donc mis à part donc la langue qui était la plus grosse difficulté, le climat ne l'est pas, ou ça dépend des années selon le taux d'enneigement. Est-ce que vous aviez eu d'autres... Ouais, et puis de où t'es en Norvège. Comment quoi. Et puis de là où t'es en Norvège, parce que ça ne l'est pas au sud, mais effectivement au nord, à Tromsø ou en Laponie, là, c'est pas la même. C'est vrai. Est-ce que du coup... C'est un pays qui fait quand même 2000 kilomètres de longueur. Hein. Et justement, je lisais sur ton blog, je crois, je ne sais plus si c'est sur ton blog ou sur Instagram, que tu expliquais que les côtes, la superficie des côtes était immense en Norvège. C'est un des pays qui a le plus de côtes. C'est un des pays les plus découpés au monde, ouais. C'est quoi la superficie, donc, si tu sais? La superficie, c'est, je crois, 385 000. Ah oui. Kilomètres carrés, ouais. Ouais, c'est énorme. Donc, et puis là, c'est pour le pays, en superficie, et puis les côtes, les côtes s'étendent sur plus de 2000 kilomètres, et si on tient compte de tout le découpage de tous les fjords, c'est multiplié par 10. Ah oui, parce qu'il y a les fjords aussi dans les terres. Mais c'est ça, en fait. C'est ça, c'est qu'est-ce que quand tu parles de la côte, est-ce que tu parles tout droit, tu coupes, tu prends un point au nord, au sud, voilà, ou est-ce que tu fais tout le découpage des fjords? Et là, si tu fais tout le découpage, c'est un des pays le plus découpé. Ah bah oui, oui. Ouais. C'est vrai que j'avais pas pensé à ça. Ah ouais. Et ouais, il y a des fjords dans les terres qui viennent jusqu'à plus de 200 kilomètres dans les terres. Waouh. Ça doit être magnifique à voir. Du coup, c'est hyper beau, ouais. C'est vrai que nous, quand on est arrivé en Norvège, justement, un peu dans notre galère de trouver du boulot, moi, les 2 premières années, on a bossé, mais bon, pas trop, parce qu'on galérait un peu. Mais le côté positif de ça, c'est qu'on avait du temps libre avec mon copain, et du coup, on a beaucoup voyagé, on a beaucoup bougé, donc dans notre région et puis dans les régions autour. Et le point positif qui est ressorti de ça, c'est que la 3e année, j'ai été contactée par des agences de voyage françaises qui organisent des voyages donc en Norvège pour des Français.
et qui m'ont contacté en me disant voilà, j'ai vu que t'avais pas mal voyagé en Norvège et tout ça, t'as l'air de bien connaître le pays, et ils m'ont demandé si je voulais être guide. Ah, d'accord. Donc Comme ça, il proposait un service supplémentaire sur place, un guide français, enfin avec français, qui puisse aider les touristes dans la visite du pays. en fait c'est un service qui est de toute façon intégré dans les voyages parce que c'est des tourbus. D'accord. Donc c'est des voyages en bus à travers la Norvège et il y a toujours un guide, il y a un tour leader français tout le temps dans ces voyages-là. Et en fait, il y a beaucoup de Français qui font ça, qui connaissent très bien la Norvège, hein, pour certains qui ont vécu en Norvège mais qui sont rentrés en France et qui continuent de faire ça, ou certains qui n'y ont jamais vécu vraiment mais qui connaissent vraiment très bien la Norvège. Mais en fait, il y a peu de, enfin, il y a pas beaucoup de guides, de tour leaders qui font ça, mais qui vivent vraiment toute l'année en Norvège. Donc du coup, on avait un profil qui leur plaisait bien. Et j'ai dit parce que mon copain fait pareil. D'accord. On fait ça l'été, du coup. Et du coup, on a commencé comme ça à être tour leader pour des tourbus, donc pour guider des Français en Norvège. Donc du coup, on voyage partout en Norvège avec les Français. Et puis du coup, on a dû apprendre évidemment toute l'histoire, la culture norvégienne, etc. pour raconter ça aux touristes. Donc c'est hyper intéressant et puis c'est super quoi de pouvoir voyager en bossant quoi. C'est sûr, hein, c'est sûr. C'est une belle façon de vivre. Ouais, c'est chouette, ouais. Et alors du coup, maintenant que vous êtes installé depuis 5 ans, que vous avez pris vos marques, complètement, mais d'ailleurs on peut le dire, vous voyez rentrer un jour en France ou vous pensez y rester encore un long moment? Je me vois pas trop rentrer en France. De toute façon, pour l'instant, après, je ne dis jamais, hein, on sait pas de quoi l'avenir sera fait. Mais là, au jour d'aujourd'hui, on se plaît, on est intégré, on a plein d'amis, on travaille, pour l'instant, on reste en Norvège, quoi. Donc pour l'instant, le pari de partir vivre en Norvège, il est plus que gagnant. Oui, il est gagnant. Il a été difficile, il a failli être perdant. Pour quelle raison? Pour des raisons financières en fait, parce que justement à cette période-là où on trouvait pas de boulot, où moi j'étais obligée de rentrer en France pour travailler un petit peu et tout ça, on galérait quoi. Donc et c'est d'ailleurs une anecdote que je raconte justement aux touristes dans le bus quand les gens me demandent comment sont les Norvégiens, parce que c'est pareil, il y a aussi ce cliché comme quoi les Norvégiens seraient froids, distants, pas du tout chaleureux, machin. Je suis pas du tout d'accord avec ça. Je raconte que justement on a des amis quand on était dans cette période là de galère. Moi je suis rentrée justement à Paris pour travailler parce que j'avais pas le choix et puis on galérait et du coup avec mon copain on s'est dit c'est fini quoi. Moi je vais rester à Paris, je vais rechercher un appart à Paris puis lui il va rentrer et puis voilà, c'est fini quoi, on aura tenté, tant pis, ça a pas marché quoi. Donc j'ai discuté un petit peu avec mes copains avec mes copains norvégiens sur Messenger là, puis je leur disais voilà, c'est mort, c'est fini, on va rentrer en France et tout et en fait tous nos copains nous ont dit mais non, c'est mort, c'est pas possible, on va vous aider, je sais pas, on va faire quelque chose, mais qu'est-ce qu'on peut faire, enfin non, faut que vous restiez quoi, faut trouver une solution. C'est comme on était assez intégrés dans la vie sociale et culturelle, etc. Ils disaient non, mais on a besoin de vous et tout. Et un de mes amis m'a dit qu'est-ce que je peux faire pour toi? J'ai dit tu peux rien faire mon pauvre, il faut que je trouve un travail, tu vois, c'est tout, c'est pas plus compliqué que ça, mais finalement ça l'est, donc je sais pas quoi te dire d'autre. Et là il m'a dit écoute, je t'embauche. Wow. Et j'ai dit mais tu m'embauches de quoi? T'as besoin de moi? Enfin je comprends pas. Et du coup il me dit ouais, dis-moi j'ai une prod, je suis musicien, j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider pour la com, pour faire mon site, pour me faire des clips, des photos, des trucs, donc je t'embauche en communication à mi-temps. Ah, c'est toujours ça de prix. Voilà, donc du coup j'ai bossé pour lui un an et demi, un truc comme ça.
presque 2 ans, je crois. Et du coup, clairement, c'est ce qui a sauvé le projet, en fait, parce que grâce à ça, j'ai pu rentrer. Et puis, dans l'élan de trucs positifs, ça a marché pour d'autres choses. J'ai trouvé d'autres boulots, mon copain aussi. Et puis au final, ça nous a permis de vraiment nous intégrer mieux et puis de trouver du travail. Donc, c'est vraiment ce qui a sauvé le projet. On a des copains qui nous ont prêté des voitures, on a été vraiment aidés par tout le temps de trouver sa place en fait. Ouais, donc c'était un beau projet qui était quand même très réfléchi, mais il reste toujours même si vous l'aviez extrêmement bien préparé, il reste toujours cette barrière de trouver un travail et d'être à l'aise financièrement, parce que sans ça. C'est ça. C'est les deux difficultés. Hein. De toute façon, on me demande souvent quelles sont les difficultés pour réussir son intégration en Norvège. C'est financière et la langue, quoi. Ouais. Et du coup, on en parlait un petit peu avant. Tu as un blog que tu as créé en te disant ça pourra aider certaines personnes, et puis j'ai partagé ma vie en Norvège. Tu l'as créé quand, et c'est venu comme ça naturellement, ou tu as mis du temps avant de te lancer? Non, justement, c'est quand mes amis français me posaient des questions sur la Norvège, c'était vraiment tout le temps les mêmes questions. Donc des questions légitimes, hein, genre alors il fait pas trop froid, il y a de la neige tout le temps, il fait nuit, et du coup je me suis dit bon là je vais créer ce site-là. Donc j'ai fait des articles, et puis comme je te disais, les 2 premières années on s'est beaucoup promené en fait autour dans la région, donc j'ai fait des vidéos, j'ai fait des petits reportages comme c'est mon métier. D'accord. Et à la base c'est devenu plus par la suite un blog où j'écris des articles, mais à la base c'était un podcast vidéo. D'accord. Donc c'était des petits reportages quoi, de 5-6 minutes vidéo pour parler d'un endroit ou de quelque chose en Norvège. Ce que vous visitiez, ce que vous faisiez. Voilà. Et puis après, il y avait quelques fois où je voulais parler d'un truc, mais où ça justifiait pas une vidéo, quoi. Donc là, j'ai commencé à écrire des articles pour dire, voilà, je voudrais vous parler de tel truc. Et puis du coup, maintenant, c'est un mélange de vidéos, d'articles et de photos. D'accord. Sur la Norvège. Super. Alors après, c'est pas un site que j'ai créé pour aider les gens à venir s'installer. C'est pas du tout le propos. Moi, mon propos, c'est faire découvrir aux gens la Norvège en termes culturels et touristiques. D'accord. Voilà, donc il y a pas de... Oui, tu mets pas des conseils pour venir s'installer, il faut avoir tel visa, faire telle chose. J'en ai fait un. J'ai fait un article parce qu'en fait, le site a eu... Donc je l'ai créé il y a 3 ans. Et le site a eu pas mal de succès. Et en fait, je recevais vraiment beaucoup de messages, donc ce qui était très chouette. Mais je recevais des messages de gens qui me demandaient de leur faire leur intégration, quoi. Donc je vais pas avoir le temps. C'est ça. De répondre à tout le monde. Donc en fait, je me suis dit, je vais faire un article quand même très précis avec beaucoup d'infos. Oui, pour les renvoyer vers l'article si besoin est. Mais voilà, exactement, un article général pour dire, écoutez, moi tout ce que je peux vous dire, c'est là-dedans. Après, si ça dépasse ça, faut chercher ailleurs. mais du coup, j'ai fait quand même un article pour aider les gens, pour donner quelques conseils sur l'installation en Norvège. Et puis aussi, mais surtout, par exemple, il y a plus d'articles pour les gens pour venir en voyage en Norvège. C'est plus le propos de mon site. Quel pour coin venir faire visiter la Norvège. C'est plutôt touristique et culturel. Voilà. Et du coup, on mettra le nom de ton blog à la fin de l'épisode et sur le nôtre pour donner peut-être envie aux gens de venir visiter la Norvège. Ouais, c'est ça, c'est exactement c'est le slogan de mon site, hein, d'ailleurs, c'est le but de mon site, c'est de donner envie aux gens de venir visiter la Norvège. Ah oui? Ah, super! Ouais. Écoute, Anne-Sophie, est-ce que tu as du coup, on va en profiter, est-ce que tu as des endroits que tu recommanderais en Norvège? Ouais, il y en a plein, mais c'est justement le problème, hein, c'est que c'est beau partout.
Ah, il y en a trop. Il y en a trop. Alors les trois plus beaux endroits ou restaurants, musées, lieux à faire, les incontournables, je dirais. Alors, les 3 plus beaux endroits. Bon, c'est difficile comme question. Bon, il y a la région des fjords, évidemment. Dans le centre de la Norvège, autour de Flåm, Geiranger, etc. C'est vraiment, c'est très touristique. Mais voilà, ça l'est parce que c'est beau, quoi. Donc c'est vraiment très très beau. Et à quelle période? Eh ben toute l'année en fait, parce que j'ai eu la chance de guider là-bas été comme hiver, et j'ai presque une préférence pour l'hiver. Ah oui? Ouais, parce que en fait la Norvège est un petit peu victime de son succès. Là, on le voit justement en travaillant en tant que guide l'été, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de touristes. Et du coup, à certains endroits, ça gâche un petit peu. J'aime pas dire ça gâche parce que la Norvège a aussi besoin du tourisme, et c'est une ressource. On n'est pas mécontent d'avoir des touristes, mais à quelques endroits, ça gâche un petit peu ce côté sauvage et paisible, tu vois, des fjords. J'ai cru comprendre, parce que j'ai une copine qui a fait la Norvège il y a quelque temps, que malheureusement maintenant il y a des énormes paquebots de croisières qui viennent, qui déposent 300 personnes à un endroit, et que plutôt, ouais. ça devient 3000, usine. Ouais. 3000, ouais. Ouais, c'est... Alors bon, quand c'est dans des grosses villes, comme même à Bergen, ils régulent. Hein. À Bergen, maintenant, par exemple, je crois que c'est maximum 3 bateaux de croisière dans le port à la fois, en ville. D'accord. Ils ravagent tout. Parce que c'est des villes qui sont pas faites pour ça, en fait, qui sont pas conçues en termes d'infrastructure et de lieux. C'est des lieux qui sont pas faits pour supporter, entre guillemets, autant de touristes d'un coup. Donc ça fonctionne pas, en fait. Donc là, ils sont obligés de réguler. Ça pose des problèmes aussi écologiques en termes de pollution pour les bateaux qui restent au port et qui gardent les moteurs allumés. À Geiranger, par exemple, c'est un des endroits les plus beaux de Norvège, mais quand on prend la route panoramique qui est au-dessus, on s'arrête à un point de vue où on est censé avoir une vue plongeante sur le fjord. Quand il y a les paquebots qui sont au fjord, on ne voit plus le fjord, on voit plus que le nuage. Ah ouais, d'accord. Donc j'exagère un peu, on voit à travers, mais bon, j'ai eu la chance l'année dernière, par exemple, en 5 ans, l'année dernière, j'ai vu pour la première fois Geiranger sans paquebot, parce que c'était un peu hors saison, c'était en septembre. Ah ben c'est autre chose, quoi. Ouais. C'est vraiment différent. Donc bon, ça ce serait un de mon top 3, on va dire quand même. Mon petit coup de cœur de l'année dernière que j'ai découvert en travaillant sur un documentaire, parce que j'ai aussi la chance depuis plusieurs années de travailler comme fixeuse pour des productions télé. Ça veut dire? Donc ça veut dire, par exemple, quand il y a une Arte ou une production télé qui veut faire un documentaire pour Arte sur la Norvège, ils ont besoin de quelqu'un sur place pour les aider à prévoir le tournage du documentaire, c'est-à-dire où est-ce qu'on va aller. Si nous on veut filmer un mec qui cueille des pommes sur le fjord, on va où? Donc là ils ont besoin de trouver les bons endroits, les bons spots, tout préparer. Donc ça s'appelle un fixeur. D'accord. Et du coup, moi, par rapport à mon travail en audiovisuel et puis à ma connaissance du pays, du coup, c'est un profil qui marche bien. Et du coup, j'ai travaillé pour Faut pas rêver, pour Arte, pour Ushuaïa TV. J'ai fait pas mal de documentaires là depuis 3-4 ans. Et l'année dernière, j'ai travaillé pour un documentaire qui s'appelle Norvège, l'appel du merveilleux, avec Mathias Malzieu, le chanteur de Dionysos. Là. Et en fait, on est allé tourner dans un endroit qui est vraiment magnifique, que je connaissais pas, qui s'appelle Fjærland. Et c'est dans les fjords, pas loin du
Briksdalsbrenn, qui est un glacier. Et ils ont appelé ça d'ailleurs dans le documentaire le village magique. Ouais, j'allais dire, ça sonne très féerique. Exactement ça, c'est féerique. Et en fait, la particularité de ce village, c'est que ça s'appelle le village des livres. Parce qu'en fait, il y a des bibliothèques à ciel ouvert partout dans le village. Ça doit être magnifique. Mais c'est au bord du fjord avec une eau turquoise, avec des petites maisons rouges. Mais enfin, c'est improbable quand tu vois l'image, tu te dis mais c'est faux, ça peut pas exister. C'est monté toute pièce. C'est monté, le mec il a fait un coloriage, c'est pas possible. et en fait quand t'arrives là-bas, mais tu peux même pas prendre de photos parce que c'est beau partout. Tu te retournes, tout est beau quoi. Donc c'est un coin qui est vraiment magnifique justement. C'est pas très très loin de la randonnée pour aller au glacier du Briksdal. Et sur la route entre Fjærland et l'endroit d'où on part pour aller au glacier, c'est une route mais le long des montagnes avec des reflets. C'est pareil, en tant que photographe, t'as l'impression que le truc il est faux. Tu te dis mais le mec il a mis un effet là. Tu sais, il y a un effet miroir, il y a un filtre là, il a mis la montagne dans l'eau et tout, c'est quoi ce truc? et en fait, c'est hallucinant quand on passe avec les touristes, même moi, parce que les tours, par exemple, quand je suis guide, quelquefois, j'en fais entre 10 et 15 par an. Ah, oui, d'accord, par an. Okay. Mais je vais au même endroit à chaque fois. Ah, ouais. Donc les gens, ils me disent, mais tu te lasses pas? Et je leur dis, mais regardez ce qu'on a devant nous, là. Comment vous voulez que je me lasse de ça? Ouais. Je suis payée pour vous emmener faire des croisières en bateau. Et, enfin, je peux pas me lasser. En plus, moi, j'adore faire des photos, filmer et tout. Enfin. Oui, et puis la lumière n'est jamais la même, selon le soleil, comment il est, les nuages, tout, en fait. Tout est changeant. Un même paysage n'est jamais le même. Exactement, c'est ce que je leur dis et je leur prouve d'ailleurs en photo parce que je me suis fait des dossiers et tout où je prends la même photo à des saisons et à des années différentes et ça n'a rien à voir, c'est pas la même atmosphère. Ouais, bien sûr. Donc ça, Fjærland, là, ce serait mon deuxième endroit, mon spot numéro 2. Et puis en troisième, je dirais, pour remonter un petit peu au nord de la Norvège, je dirais Senja, qui est une île qui se trouve à l'ouest de Tromsø, donc à 350 km au nord du cercle polaire. D'accord. Et c'est une île qu'on a découverte en hiver. On est allé là-bas quand on a fait notre trip là en Laponie. On est allé là-bas au mois de fin mars, à la chasse aux aurores boréales, etc. Waouh. Et en fait, on est allé 3 jours sur cette île et c'est paradisiaque quoi. Que ce soit le chemin pour la route pour aller là-bas ou là-bas, on est au milieu de nulle part. Enfin, c'est inexplicable, c'est sauvage, on se sent, on est vraiment, vraiment ailleurs. Ah ouais, c'est même pas paisible, y a rien. Personne, y a rien. Mais c'est trop beau. Ça donne envie de voir. Déjà que j'ai vu les belles photos que l'on peut voir sur ton blog et sur ton compte Instagram, mais là comme la façon dont tu en parles, j'ai juste envie c'est de prendre un avion et d'aller visiter cette partie. C'est ça. Bon ça va, c'est bien. Alors c'est que je vends bien le truc. Ah ouais, non, c'est magnifique. Mais ouais, c'est ça qui est chouette. Nous, c'est pour ça qu'on adore et on se lasse pas. C'est que en plus moi j'ai la chance par rapport à ce travail de fixeur. Et au fait que je travaille comme guide et puis qu'on aime bien partir en vacances en Norvège, c'est qu'on n'a pas vu tout de la Norvège, on connaît pas tout, mais on connaît pas mal de coins, pas mal de trucs. Et c'est beau partout, c'est différent, il y a des atmosphères différentes, il y a c'est vraiment un pays magnifique et c'est beau partout quoi. Je veux dire, tu prends même là, je veux dire en ville, nous à Tønsberg, tu prends la route pour aller à Oslo, il y a plein de coins où c'est beau, t'es sur l'autoroute mais c'est beau. Oui, c'est ça. Parce que t'as le fjord, t'as des petits ports. C'est que la nature est tellement présente que c'est beau partout tout le temps en fait. Ça donne envie. Ça donne fortement envie de venir visiter la Norvège. Mais il faut venir visiter la Norvège. Merci beaucoup, Anne-Sophie, pour ces bons conseils.
Eh ben de rien. Du coup, avant de terminer, comme tu disais, on peut te retrouver sur ton blog Une blonde en Norvège, c'est ça? Tout à fait. Et ton compte Instagram, c'est le même? Même que ce soit sur le site internet uneblondeennorvège.com, sur Facebook c'est Une blonde en Norvège et sur Instagram c'est Une blonde en Norvège. Super. Donc voilà, les 3 endroits où vous pouvez retrouver les bons conseils et les belles photos d'Anne-Sophie. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à toi et à ton copain pour l'avenir? Bah ça serait de pouvoir rester ici parce que Indéfiniment. Ouais, parce que c'est une chance. De pouvoir vivre ici, et puis c'est une chance aussi que même si c'est à l'étranger, c'est pas très très loin de la France. Oui, c'est vrai. On oublie que c'est 2 heures de vol depuis Paris. Ah, c'est tout? Et oui, c'est 2 heures de vol depuis Paris, et moi je rentre en France tous les ans à Noël, et je rentre en voiture. Ah oui. Parce que bon, c'est pas si loin en fait, il y a que 1400 km. Ouais, c'est comme si tu partais en Espagne pour les vacances d'été comme on peut faire. Ouais, voilà, un peu. Donc c'est vrai qu'on a aussi cette image que la Norvège c'est très loin au nord, c'est très haut, on pense au pôle Nord, mais c'est pas si loin que ça. Parce que t'es dans le sud, non, peut-être aussi. Voilà, parce que je suis dans le sud de la Norvège et que quand je rentre en France, je vais dans le nord, effectivement. Si t'es au nord de la Norvège et que tu vas au sud de la France, c'est pas la même chose. C'est pas pareil. Voilà, de vous souhaiter que cette belle aventure continue. Exactement, on ne demande pas plus. Ben, on vous le souhaite fortement. Merci beaucoup. Merci à toi, merci pour ce bel épisode. Merci. À très bientôt. Bye. Et voilà, c'est la fin de ce tout nouvel épisode. Merci à notre invité d'avoir accepté de témoigner à notre micro. J'espère que cela vous aura plu. Si vous souhaitez nous aider à grandir, vous pouvez vous rendre sur votre plateforme de podcast préférée. Apple, c'est le must, pour nous mettre de nombreuses étoiles et nous laisser un avis. Cela aide le podcast à gagner en visibilité et pour nous, c'est encourageant et ça nous motive à nous dépasser et à vous proposer des épisodes toujours plus géniaux. Si vous souhaitez discuter de cet épisode, rendez-vous sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, Facebook et Instagram. Retrouvez la vignette de l'épisode et venez échanger avec l'équipe, notre invité et même entre vous auditeurs. Vous êtes une communauté géniale et nous vous en remercions. Sur ce, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire.